Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je continue ma tournée lyonnaise. J'ai fait quelques épisodes à Lyon et j'ai le plaisir d'être reçu dans les bureaux de Léna Basile. Bonjour Léna. Bonjour Florent. Merci de me recevoir. Donc Léna, tu es une ancienne DRH, on va revenir sur ton parcours. Tu es aujourd'hui la fondatrice de Meta for Human, dont l'objectif est d'accompagner les individus, les organisations dans leurs évolutions. Tu es clairement une experte de l'expérience et de l'engagement collaborateur. Et donc ton métier, ton quotidien, mais tu vas y revenir, c'est de travailler aux côtés de dirigeants, de RH, sur leurs promesses employeurs et l'engagement de leurs équipes. Véritable sujet majeur aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, je pense, l'engagement. Ouais. Donc, encore un grand merci pour cette invitation. Pas trop stressé par ce podcast ? Un petit peu, mais ça va. Aller. Allez, on va faire ça cool. Donc déjà, pour commencer, Léna, on se connaît un petit peu, c'est la première fois qu'on se rencontre, nous de visu. J'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours, en fait, ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui, à la création de Meta for Human. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Quel est ton parcours et pourquoi tu es arrivé à créer cette entreprise en fait ? Alors, pourquoi j'en suis là ? En fait, moi j'ai un parcours, on va dire à 100% RH. J'ai fait une école de commerce avec une spécialité RH. Ah ouais, donc tu es un vrai bébé RH. Ah oui, je suis un pur produit RH. Okay. J'ai fait mon alternance en RH, donc tu vois, ça date, hein, ça commence à dater. Donc j'ai travaillé, on va dire, pendant une quinzaine d'années en tant que DRH dans différents secteurs d'activité. J'ai migré du sud de la France vers Paris et finalement j'ai atterri à Lyon. Donc j'ai fait le triangle des Bermudes avec un petit passage d'ailleurs en Asie du Sud-Est où j'ai vécu aussi pendant quelques mois. Et donc avec une expérience de 15 ans sur des postes de DRH, j'ai été ensuite pendant 4 ans DRH de transition. Donc durant la période Covid, donc ça a été encore une autre expérience sur des modes plutôt pompiers, gestion de crise. Intéressant. Voilà, des missions à beaucoup de points. Pour revenir sur tout ça, donc tes 15 premières années, tu l'as fait dans des environnements très variés. Oui, alors j'ai commencé en cabinet de conseil. Ensuite, j'ai œuvré pendant 5 ans dans l'assurance. D'accord. Sur Paris. Je suis redescendue à Montpellier, j'étais dans les transports. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, le grand écart. Et lorsque je suis venue m'installer sur Lyon, là, j'ai œuvré plutôt dans les énergies, donc dans une filiale de Total et EDF. D'accord. Pendant 5 ans également sur un poste de DRH. Donc, ça a été, on va dire, le début d'une belle histoire à Lyon. Et au bout de 5 ans, c'est là où j'ai décidé, en fait, de partir sur des missions de transition. Là, c'est un vrai choix de ta part ? C'est un vrai choix parce que j'ai eu ma petite fille. Donc, j'avais aussi déjà 2 enfants en garde alternée. On va dire une vie de famille un peu remplie. Et je voulais un peu lever le pied sur les déplacements parce que mon expérience chez Sunzil, qui est une filiale de Total et EDF, était spécialisée en Outre-mer. Donc, je voyageais beaucoup, plusieurs... on va dire entre une semaine et 10 jours par mois. Donc plutôt sympa, enfin les endroits où tu allais plutôt sympa. Par contre, plutôt en termes de vie de famille, oui, voilà. Pas top quoi. Alors sur le papier, en fait, ça fait rêver les dom-toms. Mais quand on fait les déplacements, qu'on part le lundi, on a le décalage horaire, on revient le vendredi et finalement, on n'a pas eu le temps d'aller voir ni la mer ni les cocotiers, parce que c'est quand même ça. Oui, t'es là pour taffer quand même à la base. Voilà, exactement. C'était hyper riche, hyper intéressant. J'ai vécu une expérience richissime, que ce soit au niveau technique RH, parce que j'ai mis en place toute une politique RH et j'ai structuré une entreprise
qui était en essor, on va dire. Par contre, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Je bossais beaucoup en décalage horaire aussi, donc voilà, ça a été un vrai choix. Donc, je suis partie sur du management de transition pendant 4 ans. La période Covid est arrivée. Seule ou accompagnée par une structure spécialisée? Non, toute seule, vraiment. Toute seule. Okay. Donc tu trouvais tes clients, etc. Ouais. Quoi. Alors ça s'est fait plutôt par réseau finalement. Ok. Bouche à oreille, et puis c'est vrai que c'était une période qui était plutôt propice aussi aux missions. Je crois qu'on avait besoin de RH. Exactement. À l'époque, voilà. Beaucoup, J'ai été pas mal sollicitée sur tout ce qu'on a pu connaître de chômage partiel, de gestion de crise aussi humaine. Et t'as accompagné plutôt des grandes entreprises ou des petites entreprises qui n'avaient pas trop la fonction RH du coup en interne et qui se retrouvaient un peu dépourvues techniquement? Là, c'était plutôt des PME ETI. Oui, d'accord. Voilà, plutôt dans des contextes soit de rachat, soit d'absence aussi de services, enfin d'absence ponctuelle, on va dire, des interlocuteurs RH ou des projets de structuration, un petit peu ponctuels. Donc voilà, différentes situations, différents secteurs. Ça a été très intense, très intense. Avec une attente forte des clients d'être réactive et opérationnelle tout de suite, dès le premier jour. Donc ça m'a aussi... Parce que tous les jours, il y a le TJM. Exactement. Donc il faut délivrer. X centaines d'euros par jour, donc voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Donc il faut être sur le pont et répondre présente et être aussi au niveau attendu. Ouais. Donc ça m'a demandé aussi de développer d'autres compétences, d'autres soft skills, on va dire, sur l'agilité, la réactivité, le fait d'être proactive aussi. C'est pas simple quand même, parce que rentrer dans une culture d'entreprise, alors ok, il y a la convention collective, les accords, bon, ça c'est un peu technique en soi, mais rentrer dans une culture d'entreprise, quand on sait que quand on rejoint une entreprise, on a un onboarding qui prend quand même quelques semaines, quelques mois quand on est cadre. Là, on est cadre, en fait, on n'a pas quelques semaines pour rentrer dans la culture de la boîte, en fait. Non. C'est pas possible. Non, et surtout que ce sont des missions qu'on prend un peu du jour au lendemain, parce qu'il faut être disponible tout de suite. L'entreprise a besoin de quelqu'un immédiatement. Donc on n'a même pas le temps de se préparer, d'anticiper, justement d'aller consulter les accords, la convention, les actus du secteur, etc. Donc c'est très rapide. Donc ça demande effectivement une certaine agilité, sachant qu'en plus à un moment donné j'ai eu 2 missions en parallèle, donc du coup à temps partiel toutes les deux, mais qui étaient concomitantes. Donc il faut switcher aussi. Alors, voilà, c'est pas évident de passer de l'une à l'autre, de savoir aussi finalement mettre les limites. Oui, parce aussi, que j'imagine le client qui achète tes prestations 2-3 jours semaine, mais en fait il va t'appeler tous les jours, quoi. Exactement. Enfin, je vois bien le truc arriver. ouais, ok. Exactement. Donc il faut aussi finalement avoir une espèce de rigueur personnelle. Et sans perdre la réactivité, ce qui fait aussi notre force en tant que manager de transition. Parce que si on n'est pas réactif, on n'est pas non plus, on répond pas aux besoins du client. Donc c'est ce juste équilibre qui est pas forcément évident à trouver. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans, ça a été très intense. Alors ce qui m'a un peu frustrée en fait sur les missions de transition, c'était le fait de pas avoir forcément de retour sur investissement, c'est-à-dire que je mettais en place beaucoup de choses, je structurais beaucoup, parce que j'ai un profil effectivement à structurer. Voilà, donc plusieurs de mes missions étaient axées là-dessus. Et en fait, une fois que j'ai mis en place les choses, ma mission prenait fin et j'avais pas forcément de vision sur la valeur ajoutée, sur qu'est-ce que ça a permis d'obtenir par la suite, même si j'ai gardé forcément des rapports et des contacts avec mes clients. Mais opérationnellement parlant, j'avais cette frustration de me dire j'ai beaucoup donné sur une période courte de façon intense et pas forcément justement le retour sur investissement, quoi. Okay. Donc j'ai repris un poste de salarié à la Banque Populaire. Okay. Voilà, donc plutôt axé sur du développement RH. C'était un choix aussi parce que ça faisait une grosse quinzaine d'années que j'étais sur des postes généralistes, avec finalement les dernières années plutôt une tendance sur la partie relations sociales, parce que avec les actualités qu'on a vécues, c'était souvent en fait ça, et orienté, on va dire structuration, donc aussi beaucoup paye, beaucoup mise en place d'accords, etc. Et ce qui m'anime, moi, c'était vraiment la partie développement RH, développement du potentiel, développement des compétences, justement travailler sur l'engagement, travailler sur comment on accompagne finalement les collaborateurs, ce que j'ai toujours fait dans toutes mes expériences, mais que je souhaitais vraiment, on va dire, solidifier. D'accord.
Ok. Donc j'ai pris ce poste-là avec une envergure un peu différente aussi parce que jusque-là, j'étais plutôt sur des PME, ETI, mais début de TI, on va dire. Là, une structure 3500 collaborateurs. Ouais, c'est groupe BPCE derrière. Ouais, donc ça commence à être une belle machine, on va dire. Une belle machine, et puis avec une grosse équipe aussi, puisque pratiquement 35 personnes dans mon équipe. Ok, oui, effectivement. Donc aussi en termes de management, c'était une autre envergure. Ouais. Donc un challenge aussi quelque part, même si je perdais une partie de mes missions généralistes RH. L'idée, c'était de pouvoir être aussi dans un environnement avec des moyens aussi différents et l'envergure qui permettait de mettre en place des choses un peu innovantes, de tester aussi des dispositifs, de tester des choses à plus grande échelle, on va dire. Donc ça a été le cas et c'était une super expérience. J'ai trouvé ça top. Un groupe franchement super. Le groupe BPCE, c'est vraiment un super groupe et une équipe. Je le redis encore, mais c'est une équipe vraiment formidable. Donc, avec une expertise, avec un engagement. Et pourtant, tu les as quittés. Et pourtant, je les ai quittés. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Qu'est-ce qui est revenu dans ta tête ou qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Qu'est-ce qui est revenu plutôt? Parce que quand j'ai été DRH de transition, je m'étais certifiée au coaching. J'avais en fait un peu ce projet de me dire j'ai envie aussi de me professionnaliser sur l'accompagnement humain. En tant qu'RH, en fait, on accompagne. En fait, c'est notre cœur de métier, mais finalement, on n'est pas forcément formé à l'accompagnement professionnel quelque part. Et donc, j'avais envie de me professionnaliser, avoir une méthode aussi et quelque chose de professionnalisant sur l'accompagnement et le développement du potentiel et du coup de l'engagement. Donc, je me suis certifiée et j'avais pas forcément eu l'occasion finalement d'utiliser cette certification. Parce que dans mon métier RH, c'est vrai que c'est difficile d'être et RH et coach en fait pour les mêmes populations parce qu'il y a une posture interne qui fait que c'est pas forcément évident. Donc j'avais quelques coachings extérieurs quand j'étais à la Banque Populaire d'ailleurs. Et là, en fait, j'ai eu une opportunité, on va dire, liée à une réorganisation à la Banque Populaire, de pouvoir finalement, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, j'en sais rien, il y a un alignement des astres qui s'est fait que je me suis dit, tiens, je vais tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, sachant que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en fond parce que je suis issue d'une famille de commerçants. D'accord. En fait, j'ai toujours baigné là-dedans. Je m'étais dit, le début de carrière, j'ai pas envie de partir sur l'entrepreneuriat parce que je connais aussi les risques, les freins, les complexités de l'entrepreneuriat, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Et j'avais envie d'acquérir aussi une certaine légitimité et crédibilité et une expertise dans mon métier avant de pouvoir justement passer sur de la transmission, sur de l'accompagnement et du conseil. Ce que j'ai fait et du coup c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de lancer Meta for Human en fait. D'accord. Et de pouvoir allier mon expertise RH, donc j'ai toujours cette casquette de DRH externalisée, donc pour accompagner les entreprises en tant que RH opérationnel finalement, et une casquette plutôt de coach consultant RH, donc d'accompagnement des organisations sur la thématique de l'engagement collaborateur parce que je crois beaucoup au fait que la performance de l'entreprise, le premier levier est l'humain. Et pour moi, on l'a vraiment vécu durant cette période difficile qu'était le Covid, où on a pris conscience que sans l'humain, en fait, l'entreprise n'existait pas. L'entreprise, l'organisation, peu importe quel statut. Et donc, c'est revenir aux fondamentaux et remettre l'humain au cœur de l'organisation pour créer de la performance, en fait. Ok, c'est extrêmement clair. Alors tout ça c'est top parce que ça me donne plein d'idées de podcasts. On pourrait faire un podcast sur le DRH à temps partagé, on pourrait faire un podcast sur le DRH de transition, etc. Mais ce que je te propose, on en avait parlé aussi bien sûr en amont, c'est qu'on zoome sur l'engagement. Qu'on aille plutôt effectivement sur ce terrain de jeu parce que tes casquettes sont multiples, tes compétences sont multiples, mais on pourra pas tout faire ou alors on va tout survoler en 10 minutes et ça va pas être passionnant. Donc ce que je te propose c'est de parler d'engagement parce qu'effectivement là moi je te rejoins vraiment très très fort. On a vécu et moi je le vois avec mes clients, on a vécu on va dire été 2020, 2021, 2022, début 2023 des années et
dingue en recrutement. Il fallait recruter à tout va, dans tous les sens. En même temps, des expériences candidats améliorées, dans certains métiers, je vais pas généraliser, des divas aussi qui imposaient leurs conditions et qui rendaient aussi la vie pas simple pour du côté recrutement. En tout cas, des recrutements compliqués. Et depuis mi-2023, peut-être corroboré effectivement avec une économie qui se tasse un peu, un vrai retour à ok, c'est chouette, j'ai engagé beaucoup de monde, j'ai recruté beaucoup de monde, mais comment est-ce que je vais les garder, les fidéliser, donc les engager, et là je suis convaincu qu'effectivement il y a un véritable sujet. Alors on parle du mot d'engagement. Est-ce que tu pourrais le définir? C'est quoi ta définition de l'engagement dans le contexte actuel du monde du travail? C'est vrai que l'engagement, c'est un mot qui est un peu fourre-tout. C'est beaucoup utilisé en plus en ce moment. Moi, ce que j'y mets derrière, en tout cas, c'est l'implication, la motivation, la capacité à se projeter du collaborateur dans l'organisation. Et pour moi, l'engagement, en fait, le point de départ, on va dire, pour moi, c'est la promesse employeur. La promesse employeur qui doit être alignée avec les valeurs, qui doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise, avec les fondamentaux, la raison d'être, enfin tous ces sujets-là qui sont travaillés par les dirigeants, mais aussi avec une adhésion forte de la ligne managériale et des collaborateurs. Une fois qu'on a cette promesse finalement qui est existante, l'idée c'est de la transformer pour prouver finalement, pour effectuer une preuve en fait qui se transforme par une expérience collaborateur. Donc finalement, cette promesse, il faut qu'elle soit réelle. Donc il faut qu'elle soit alignée avec l'expérience vécue des salariés au quotidien. Et donc cette expérience donne lieu et donne naissance finalement à l'engagement. Parce qu'il y a justement un alignement entre tout ça. Et ensuite, je dirais, la suite logique, on parle aussi beaucoup de marque employeur, et c'est ce que tu disais, effectivement, l'après-Covid a été très fort sur l'attractivité, en fait. Comment on attire, clairement, comment on communique, etc. Et il y a certaines entreprises qui ont oublié de retravailler leurs fondamentaux, en fait, de qui on est et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait vivre à nos collaborateurs avant de communiquer. Et donc, la marque employeur viendrait pour moi après. C'est plutôt la communication de l'expérience vécue, en fait. Donc voilà, c'est un peu le schéma moi que j'ai en tête et comment je définirais un petit peu cet engrenage entre les différentes thématiques. Ok, très clair sur ta définition. J'ai été moi comme toi, j'ai été RH en entreprise à une époque qui me rajeunit pas non plus. Ça fait toujours bizarre cette histoire. Et je me rappelle en tant que collaborateur, quand j'étais RH et collaborateur en même temps d'ailleurs, on répondait à des enquêtes sur l'engagement collaborateur. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu penses que c'est important effectivement de prendre le pouls régulièrement auprès des collaborateurs pour mesurer leur engagement? Et comment, et si oui, comment est-ce qu'on prépare une enquête? Quels seraient pour toi les tips indispensables pour une enquête réussie en fait? Ouais. Pour moi, c'est fondamental de prendre le pouls, comme tu dis, et de pouvoir évaluer le niveau d'engagement des collaborateurs parce que c'est eux qui vont nous donner finalement la meilleure photographie de l'expérience qu'ils vivent. Je dirais qu'il n'y a pas de formule magique en fait, mais par contre, ce qui est important à mon sens, c'est de diversifier aussi les façons d'évaluer et de quantifier un petit peu de façon différente. C'est-à-dire que, on va dire le classique, on a l'enquête annuelle qui revient tous les ans, avec laquelle on peut justement voir les évolutions, comparer les résultats et avoir des tendances. Et des plans d'action qui en découlent. Qui peut même amener un label type Great Place to Work voilà, ou par autre. exemple. Voilà. Exactement. Ça, pour moi, c'est quelque chose que moi, je l'ai mis en place depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est pas nouveau. Mais par contre, c'est vrai que c'est important. Et quand on fait ce type d'enquête-là, ce qui est pour moi fondamental, c'est la transparence des résultats. Parce que des fois on n'est pas content des résultats en fait. Ça correspond pas forcément à ce qu'on peut être surpris quand on est dirigeant ou DRH des résultats. Ouais. Et donc pour moi la pire erreur en fait c'est de ne pas communiquer. De proposer ce type d'enquête et finalement de ne jamais communiquer ou de communiquer 6-8 mois plus tard et de façon partielle. Ça crée vraiment le désengagement pour le coup. Donc il y a ça. Ensuite, pour moi, c'est la diversification des canaux finalement d'évaluation. C'est à travers les rythmes managériaux. Ça, c'est hyper important. Bon, on a le classique, on va dire, d'entretien annuel, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir aussi, on va dire, de façon sur des thématiques ou des événements durant l'année qui sont liés avec la
le lien hiérarchique managérial. Pour moi, c'est important. Il peut y avoir aussi des enquêtes Pulse, voilà, de façon un peu ponctuelle, sur des thématiques, sur des actualités, sur des sujets un peu transverses. Moi, j'avais aussi mis en place, par exemple, des enquêtes sur des moments clés de la vie du collaborateur. Donc, ça peut être durant la période d'intégration ou de changement de fonction, passage manager ou après un retour de congé maternité ou paternité, de longue maladie, enfin des temps comme ça, et même sur du départ, de l'offboarding. Là, typiquement, à la Banque Populaire, on avait mis en place un observatoire des démissions pour justement qualifier au niveau, à travers la thématique de l'engagement, les raisons pour lesquelles il quittait, et ce qui ferait finalement que un futur collaborateur resterait en tout cas les éléments sur lesquels on pourrait jouer aussi. Voire des alumni, en fait, de pouvoir aussi faire des enquêtes après les départs auprès d'une communauté d'alumni. Ça, j'y crois beaucoup aussi parce que il y a plus le lien de subordination et hiérarchique lié à l'entreprise. Et ça laisserait. Vous le faisiez à Banque Populaire, à BPCE Alors, vous aviez d'aller jusque-là sur cette maturité. Alors, sur l'Observatoire des démissions, on était au départ et on était en train de mettre en place justement. Moi, j'avais poussé justement pour animer même une communauté d'alumni telle que le font les écoles supérieures finalement. Bien sûr, parce que c'est un vivier déjà un REX intéressant, retour d'expérience pour nous améliorer. Et puis aussi, ça peut être des salariés boomerang ou alors des coopteurs aussi. Oui, des ambassadeurs, clairement. Bah oui. Tout à fait. Donc c'est et je pense qu'il y a de l'avenir aussi sur ces communautés-là, puisqu'aujourd'hui on a changé de regard sur les personnes qui nous quittent. J'espère, parce que ceux qui n'ont pas changé de regard effectivement sur ce concept effectivement d'emploi qui n'est plus à vie dans la même entreprise. Oui. Ça veut pas dire que des gens ne feront pas d'ailleurs 40 ans dans l'entreprise, mais c'est moins classique que ça pu ne l'être. Je pense qu'ils n'ont pas tout compris parce qu'ils vont souffrir là. Mais disons qu'ils vont se priver d'un vivier. Et puis il faut l'accepter qu'il y a des démissions. Et moi, là, je te rejoins. Moi, je pense que ça peut même être top qu'un collaborateur qui a vécu un beau parcours aille voir 2-3 ans un compétiteur, un marché, etc. et revienne après. Tout à fait. Il peut être plus riche en termes de compétences, plus riche en termes d'état d'esprit. Il aura peut-être soufflé aussi. Oui. Parce que peut-être qu'il a été au bout du bout dans son aventure numéro 1 et il va revenir sur l'aventure numéro 2, mais totalement changé, totalement bouleversé. Alors que s'il était peut-être resté, on arrive à des fois à des situations un peu plus compliquées, de burn-out, de placard, tout à fait, de sujets moins fun en tout cas. Et le taux d'engagement, à mon sens, mais ce serait intéressant de faire une étude spécifique là-dessus, mais le taux d'engagement des salariés boomerang, à mon sens, est plus fort dans le sens où ils savent déjà en fait pourquoi ils reviennent. Donc il y a pas cette notion de je vais voir en fait, parce que s'ils reviennent, c'est que ils ont déjà pris conscience des leviers qui font qu'ils sont motivés à rejoindre l'entreprise. Donc je pense que c'est un atout fort en tout cas. Mais c'est un très très bon sujet. C'est pas l'objet effectivement de tout notre échange aujourd'hui, mais ce salaire boomerang en plus, tu vois, il y a plein de questions sous-jacentes. Le process d'onboarding, est-ce que c'est le même sur un boomerang que sur un salarié qui découvre pour la première fois une entreprise? Est-ce qu'on lui reprend son ancienneté, pas son ancienneté? Est-ce qu'il vit le même parcours candidat en termes de recrutement qu'un collaborateur lambda? Enfin bref, il y a plein de sous-questions hyper intéressantes. Il faut que je fasse un épisode sur ce sujet parce que je pense que ça va être une véritable tendance et il y a plein de sous-questions en fait. Oui. Voilà. Mais oui, il y a plein de sous-questions. Moi, je me suis posé ces questions-là parce que c'est vrai que alors on était parti du principe que ça dépendait de on va dire du temps, du délai écoulé entre le départ et le retour. Bien sûr. Oui, si c'est 2 ans ou si c'est 12 ans. Voilà. Il s'est passé beaucoup de choses dans une boîte. Exactement. Déjà en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc en 10-12 ans, c'est l'aventure. Mais bonne remarque. Donc on était sur. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Du coup, pas de souci. Je fous la pagaille. On était sur nos enquêtes et tu es allé sur des enquêtes qui étaient de plus en plus rapprochées. Qu'est-ce que tu penses des enquêtes que certaines entreprises font un peu toutes les semaines? C'est une prise de température, alors qui est très rapide. Oui, les météos. Voilà. T'en penses quoi? T'es pour? T'es contre? C'est quoi ta position? Alors, je pense que moi, je l'ai jamais mis en place de façon aussi rapprochée. Parce que ma crainte, mais elle est peut-être pas fondée. Ma crainte, c'était de se dire, les gens vont se lasser en fait. En tout cas, à échéance de façon hebdomadaire.
Après, ça peut être intéressant quand même d'avoir de la récurrence sur des durées plus courtes que l'annuel. Parce que ça va tellement vite, en fait. Tout change très vite. L'entreprise, le 1er janvier, n'est plus la même au 31/12 de la même année. Donc ça permet quand même aussi d'avoir des points d'étape et de sentir les tendances et de pouvoir aussi, finalement, rattraper le coche quand il y a des dérapages possibles. Parce que, voilà, quand on fait une seule fois par an une enquête, des fois c'est trop tard en fait. On est déjà passé à côté finalement des sujets de fond et des difficultés que rencontrent les collaborateurs. Donc à mon sens, c'est quand même important et intéressant, et je parlais des enquêtes Pulse par exemple, mais oui, ça peut être des choses qui sont récurrentes, mais qui ne créent pas la lassitude non plus. Donc peut-être avec des formes peut-être un peu détournées, mais pas forcément la même question toutes les semaines. Enfin, en tout cas, voilà, de pouvoir effectivement peut-être diversifier l'approche et de pouvoir croiser ensuite les résultats pour avoir des tendances. Ok. Et quel type de questions on pose aux collaborateurs dans une enquête d'engagement? C'est des questions ouvertes, c'est des questions fermées? Il faut que ce soit très court en termes de réponse, ou est-ce que si c'est une enquête annuelle, on peut se permettre des enquêtes sur lesquelles la durée de réponse peut être de 20, 30, 40 minutes? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense quand même qu'il faut rester court. Ouais, okay. Même les enquêtes annuelles, pour moi, si ça dépasse un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà du long. C'est déjà long. Ouais. Par ça expérience, dépend des populations aussi. Voilà, ça dépend des populations. Et puis aussi, par expérience, c'est vrai que du coup, potentiellement, les collaborateurs vont pas aller au bout. Donc c'est un peu dommage. Il vaut mieux poser moins de questions par thématique. Du coup, aller plus à l'essentiel, mais couvrir l'ensemble des thématiques qui sont importantes et stratégiques pour l'entreprise, que de démultiplier en fait un nombre infini de questions et du coup d'avoir que des réponses partielles. Donc, à mon sens, c'est important que ce soit court. 15-20 minutes pour une annuelle. Par contre, si on est sur des courtes échéances, de façon un peu plus fréquente, là, il faut que ce soit très rapide. 2-3 minutes, ouais, okay. Voilà, sur des questions plutôt fermées, avec des choix multiples, en tout cas pour aussi aiguiller le collaborateur sans biaiser et sans non plus, en restant authentique et en laissant la parole authentique en fait au collaborateur. Par contre, c'est vrai que moi je mettais souvent peut-être 1 ou 2 questions, 3 questions peut-être ouvertes aussi, pour avoir justement pour sortir et pour avoir une vision un peu plus large que uniquement les thématiques qui avaient pu être couvertes. Ok. On peut parler argent dans un questionnaire d'engagement? On peut parler argent, oui. Sur une enquête annuelle, par exemple? Oui, on peut parler argent. C'est pas un sujet tabou, quoi. Alors ça, c'est très... ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Ouais. Moi, en tant qu'RH, je trouve que c'est un sujet. C'est quand même un sujet d'engagement, en fait. Ouais. On peut dire aujourd'hui, certes, pendant quelques années, ça n'a pas été la priorité. Aujourd'hui, c'est revenu quand même. C'est aujourd'hui voilà, dans toutes les enquêtes, c'est la priorité 1, c'est la rému, le package. C'est clair. Si on n'a pas envie d'avoir... si l'entreprise n'est pas en capacité d'avoir cette prise de conscience et cette photographie qui est multifacette, parce qu'il n'y a pas que la rémunération, il y a aussi tout ce qui est santé, bien-être, il y a aussi tout ce qui est QVCT, il y a aussi managérial, il y a la communication, il y a tout un tas de sujets. Du coup, ça n'a pas de sens de faire des enquêtes. Pour moi, il faut être en capacité d'accepter d'avoir ces sujets-là qui viennent sur la table, parce que si on n'aborde pas ce sujet, les collaborateurs vont pas adhérer et ne seront pas authentiques et engagés justement dans l'enquête, en fait. Mais ça revient à ce que tu as dit au tout début, où il faut, quand on est RH, quand on est dirigeant, accepter aussi les réponses à ces questions pour pouvoir travailler sur un plan d'accompagnement, peut-être notre plan de rémunération ou d'autres sujets, peu importe. Mais en tout cas, d'accepter qu'effectivement, il y a des axes de travail et de toute façon, honnêtement, toutes les boîtes en ont. Tout à fait. Même les plus belles, les plus grandes, les plus petites ont toutes des choses à améliorer et puis sinon il n'y aura plus de RH, ça va être chiant s'il n'y a plus de RH. Non mais voilà, mais on est ok. Ça c'est hyper intéressant. À ton avis aujourd'hui, quels seraient les axes stratégiques que l'entreprise doit mettre en place pour améliorer l'engagement des collaborateurs? Qu'est-ce qui est clé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit travailler aujourd'hui? Alors, c'est pas simple comme question parce que je généralise à l'ensemble des entreprises. Il y a beaucoup de choses, oui. Mais est-ce que pour toi, il y a des sujets aujourd'hui sur les entreprises, elles ne peuvent plus passer à côté, en tout cas?
Oui, il y a des sujets qui pour moi sont indispensables. Il y a un sujet qui revient assez régulièrement, c'est la personnalisation de l'expérience collaborateur. Excellent sujet. Ouais. Dans un schéma où on doit embarquer tout le monde et œuvrer dans le sens du collectif, comment est-ce qu'on fait, je dis nous RH, mais pas que nous, au niveau de l'entreprise, pour faire vivre une expérience unique et différente à chacun, tout en ayant des objectifs communs. Et ça, c'est un vrai enjeu. Donc, on parle aussi d'organisation auto-apprenante, on parle aussi de développement du potentiel, de slasher aussi, de pouvoir proposer des projets différents aux collaborateurs. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui émergent depuis quelques années. Et je pense que ça, c'est un sujet qui doit être en tout cas être mis sur la table. Après, on n'a pas forcément toutes les réponses et puis il n'y a pas de solution toute faite. Ça dépend aussi de l'entreprise, du secteur, de la maturité aussi des dirigeants sur ces sujets-là. Mais ça fait partie pour moi des sujets en tout cas à avoir en tête. Tout ce qui est, on parle beaucoup de la ligne managériale, mais pour moi c'est central. On demande de plus en plus aux managers des rôles de plus en plus. C'est aux managers de s'occuper de ça, et notamment l'engagement. Pour moi, il est aussi dans la fiche de poste, en tout cas dans le rôle du manager. Comment c'est lui qui est en proximité avec ses équipes et c'est lui qui va créer l'engagement. On sait que d'après plusieurs études, la plupart des collaborateurs quittent l'entreprise du fait de leur manager. Oui. Et ils restent aussi d'ailleurs du fait de leur manager, de la relation avec leur manager. Donc c'est central en fait. Ils ont rejoint l'entreprise au départ souvent, mais après on reste pas à cause ou grâce au manager. On rejoint une entreprise parce qu'on a rencontré un manager qu'on a envie de suivre, qui nous a inspiré, avec qui on se sent bien de bosser, et inversement. Et donc, il y a quand même un sujet central sur le rôle, la définition. Qu'est-ce qu'un manager ? Quelles sont ses missions ? Qu'est-ce qu'on lui apporte à lui aussi ? Comment lui gère aussi son écologie personnelle ? Comment est-ce qu'il arrive à jongler avec tout ça ? Et autant on lui rajoute beaucoup de choses, autant aujourd'hui il y a quand même encore énormément d'entreprises qui accompagnent pas forcément, que ce soit en termes de formation, mais pas que, de parcours de développement de compétences, d'outils, de bonnes pratiques, de lieux ressources aussi pour les managers. Donc ça, et je suis assez surprise moi de voir auprès de certains clients que ça ne fait pas partie des priorités. Parce que c'est pas le même métier que d'être expert, et donc on a une promotion parce qu'on est super bon dans son métier, on devient manager. Oui, mais bon, en fait, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas le même rôle ni le même métier. Donc pour moi, c'est central, et il y a ce sujet qui est quand même aussi à prendre en compte. Et ce que je vois beaucoup émerger, et ce sur quoi aussi moi ça me tient à cœur parce que c'est une vraie conviction, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence émotionnelle ? C'est le fait de prendre en considération finalement l'être humain qui est en face de nous et qui il est dans sa globalité, et de laisser entrer dans le périmètre de l'entreprise les émotions, qui sont quand même des réactions primaires qui sont en amont de nos comportements. Donc, si on a envie justement de créer l'engagement et les comportements associés, pour moi, il est central de pouvoir travailler sur le côté émotionnel. Et aujourd'hui, on a encore énormément d'entreprises sur lesquelles c'est un sujet tabou. Donc, à mon sens, il y a quelque chose à travailler là-dessus aussi. Ok. On sait qu'on a des environnements de travail. Alors, dans certains métiers, parce que je ne veux pas généraliser, mais de l'environnement de travail à distance ou du travail de plus en plus hybride, honnêtement, parce que c'est plutôt la tendance, je pense, la plus forte. Comment est-ce qu'on réussit à maintenir l'engagement de collaborateurs quand on se voit pas tous les jours, très concrètement? Et tu vois, je te parlais de We Feel Good juste avant en off. Entre les déplacements de mes collabs, des fois on se voit pas tant que ça dans la semaine en fait. Et néanmoins il faut maintenir l'engagement des collaborateurs. Ce serait quoi tes tips? Toi qui as vécu en plus la période en DRH de transition, la période Covid là qui était exacerbée effectivement sur le distanciel. Tout à fait. Et c'était un vrai sujet. Et pour moi, c'est pareil, il n'y a pas de formule magique. Par contre, je pense qu'il y a des bonnes pratiques. La flexibilité au travail, parce que je dirais pas forcément que le télétravail, mais voilà, la flexibilité, c'est un sujet.
C'est un sujet parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies et n'est pas forcément à l'aise dans les mêmes conditions de travail. Par contre, effectivement, on a ce besoin qui est collectif d'agilité, de flexibilité de l'organisation. Et donc, jongler effectivement en étant présentiel, distanciel, absent, décalage horaire, enfin tous ces sujets, comment est-ce que tu crées, tu conserves le lien et ça va en lien un petit peu avec ce que je disais au début sur la promesse et sur les fondamentaux finalement, la raison d'être de l'entreprise et puis ce qu'on va partager finalement en termes de valeurs, en termes de convictions, en termes de projets. Il faut que ce soit incarné. Comment on fait pour que ce soit incarné ? C'est effectivement, à mon sens, des moments où en fait on se voit parce que on a quand même besoin. Nous sommes les êtres humains sont quand même des animaux sociaux. Donc voilà, on n'est pas fait pour travailler en ermite derrière un écran toute la journée, tout le temps, à mon sens. On a besoin de se retrouver en collectif. Alors ça peut être à travers des écrans, de se retrouver en collectif, mais c'est finalement comment on redonne cette notion de collectif et de collaboratif, de travailler ensemble, de recréer quelque chose ensemble en fait. La création du lien, mais aussi de la valeur ajoutée qu'on crée ensemble. Quand on a deux cerveaux, on est beaucoup plus fort que... voilà, c'est pas x2, c'est plutôt au carré, en fait, pour moi. Donc du coup, c'est finalement réussir à incarner notre raison d'être, nos valeurs, le collectif, le collaboratif, et d'être en proximité tout en étant en distance. C'est un peu paradoxal. Mais c'est prendre le temps. Moi, je sais que pendant la période Covid, je prenais du temps à appeler individuellement les gens, à rentrer aussi plus dans une sphère privée quelque part, en tout cas de proximité, humaine, en fait, de rentrer plutôt, voilà, et non pas que du présentiel, parce que cette notion de présentiel, c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, je pense pas qu'on crée de l'engagement avec du présentiel. Par contre, on crée de l'engagement avec de la proximité humaine. Ok. Tu vois un lien entre engagement et santé mentale ? Oui. Ah oui. Je vois un lien très fort. Ouais. Vas-y, quel impact tu vois du coup entre l'engagement, une personne qui se sent engagée, donc j'imagine considérée, respectée, avec sa propre personnalité, son côté individu, et la santé mentale. Pour moi, le lien, il est très fort dans le sens où si on n'est pas forcément bien dans ses baskets, que ce soit en santé mentale, mais même physique, lié à l'entreprise, je parle, mais ce qui peut être vrai aussi dans des situations personnelles d'ailleurs, qu'on embarque dans la sphère professionnelle. On n'a pas un niveau d'engagement qui est forcément sain. J'ai envie de dire sain, parce que on peut avoir des situations, par exemple des situations de burn-out, sont des personnes qui sont très engagées. Voilà ce que j'allais dire, tu peux même être un peu trop engagé quelque part. Qui sont très engagées, mais qui, du coup, n'ont pas conscience finalement que ça a pris le pas sur leur santé. Donc, pour moi, il y a un lien direct parce que, effectivement, les personnes qui sont pas bien ne seront pas forcément engagées. Par contre, le fait d'être engagé peut... sans limite, on va dire, sans se mettre de limite, peut être un peu dangereux aussi sur des personnes qui ont tendance à être impliquées et très, très engagées, effectivement. T'as dû le voir, je te demande évidemment pas des noms parce que c'est pas l'objet, ça n'a aucun intérêt en plus, mais t'as dû le voir effectivement dans ta vie de RH, ce genre de situation. Comment tu traites ce genre de situation ? Comment dire à quelqu'un en fait qui va être qui est pas forcément dirigeant, qui est pas forcément actionnaire d'une entreprise, qui est salarié comme beaucoup de gens, mais qui va tellement s'engager qu'elle met en risque sa santé, et comment lui le dire, lui expliquer, parce que ça peut peut-être même la blesser, la froisser en fait, parce qu'elle dit mais je donne tout, moi j'adore mon boulot quoi. Oui. Oui, quelquefois c'est vexant en fait. Voilà, c'est ça. Et presque même ça peut paraître à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise. Et comment réagir du coup quand on est RH interne ou externe, peu importe, à ce genre de situation. Et pour moi, ça arrive régulièrement, malheureusement encore. Et je trouve même ça s'est exacerbé depuis cette période Covid où on a été quand même sursollicité. On a sursollicité certains collaborateurs qui se sont vraiment engagés, impliqués pour justement aller dans le sens de la pérennité de l'entreprise aussi, dans des situations qui pouvaient être un peu complexes. Et comment on gère ça ? On gère ça déjà en étant en proximité et en
étant en accompagnement, sachant on reste des RH, nous ne sommes pas médecins. Donc, il y a aussi cette protection à avoir et le fait de dire, à un moment donné, on peut pas tout gérer. Et quand ça pas, voilà, il y a une limite aussi à se mettre en tant qu'RH sur notre capacité à gérer ce type de situation. Donc, s'entourer aussi, à mon sens, de professionnels, que ce soit des médecins, des psychologues, des cellules, mettre à disposition des cellules d'écoute psychologique pour les collaborateurs, des dispositifs d'alerte aussi, risques psychosociaux, de travailler main dans la main avec aussi les partenaires sociaux sur ces sujets-là. Parce que voilà, on n'est pas Superman ni Superwoman, et il faut accepter que ce sont des sujets qui sont sensibles et qui sont pas évidents à gérer humainement. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, on est plus intelligent à plusieurs que seul. Donc avec différents regards en tout cas. Ouais. Différents regards. Et puis après il y a aussi et ça, par exemple, moi je l'ai fait là. J'avais formé toute mon équipe RH. Je parlais tout à l'heure d'intelligence émotionnelle. On parle aujourd'hui du quotient émotionnel, qui est un peu le pendant du quotient intellectuel, mais sur la partie gestion des émotions, qui est finalement comment je prends conscience de mes propres émotions, comment je les gère et comment elles impactent mes prises de décision, mes comportements et ma gestion du stress. Et là-dessus, c'est aussi pour ça que je disais qu'il y a un sujet sur cette thématique, c'est que on met à disposition des outils aux collaborateurs de façon individuelle, de mieux gérer finalement leurs propres émotions pour pas se mettre dans des situations aussi. Là, c'est plutôt en prévention. Une fois qu'on est dans la situation délicate, c'est un peu tard. Mais ça peut permettre quand même d'accompagner et de prendre conscience. Et notamment, moi, j'avais accompagné mes équipes RH parce qu'on est en plus beaucoup dans des situations d'éponge, où on va gérer ce type de situation et on va prendre les émotions, on va prendre le mal-être aussi des personnes qu'on accompagne en étant avec une posture facialement neutre et facialement accompagnante. Mais pour le coup, il y a un sujet aussi d'accompagnement des RH là-dessus, parce que c'est quand même le côté empathique et prégnant chez les RH quand même. Oui, souvent. C'est clair, c'est clair. Le temps tourne, Léna. Si on se projette un petit peu, est-ce que tu vois des tendances émerger dans l'engagement des collaborateurs ? C'est pas simple comme question, j'en ai... Des tendances. Alors, tout à l'heure, je parlais par exemple du côté un peu slasher. Ouais. Pour moi, il y a quand même des tendances de dire on n'est plus sur des rythmes, par exemple, des durées de tenue de poste qui sont aussi longues. Donc, c'est effectivement comment est-ce qu'on va réussir à nourrir une carrière d'un collaborateur en créant des passerelles qui sont pas tout le temps évidentes. Donc, pour moi, il y a un gros travail sur la partie soft skills qui, à mon avis, a un avenir très fort parce que aujourd'hui, les métiers existants dans l'entreprise, dans 10 ans, peut-être qu'ils n'existeront plus. On le sait tous. C'est même très probable. Ouais. Exactement. Donc, c'est en travaillant, en capitalisant sur les soft skills qu'on va pouvoir aussi faire preuve d'agilité, s'adapter et apporter du développement continu des collaborateurs. Donc, à mon sens, il y a ce sujet d'agilité, de changer d'activité, de proposer plusieurs parcours, on va dire. Et puis je reviens sur la personnalisation et le fait d'une expérience collaborateur unique et authentique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de porosité entre le perso et le pro, et c'est important de l'avoir en conscience parce que il faut capitaliser dessus. En fait, il y a 10 ans, on parlait peu de la vie personnelle dans la sphère professionnelle. Aujourd'hui, on a cette tendance et ce besoin aussi de créer des relations du collectif. Du collaboratif. Donc je pense que ça fait partie des leviers. Et puis, on parlait de flexibilité, d'équilibre de vie personnelle, vie professionnelle. En fait, il faut laisser aussi la liberté finalement aux collaborateurs. Donc, si je devais dire un mot qui résume tout ça, ce serait la confiance pour moi. La confiance, en fait, de la part de l'entreprise et la confiance réciproque. Petite question, on vient de parler tendance. Est-ce que tu as des ressources que tu nous recommanderais, livres, podcasts ou autres d'ailleurs, ou des vidéos YouTube, j'en sais rien, pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet de l'engagement des collaborateurs ?
Oui, il y a un podcast que je suis qui est de la tribu des sens, qui est le sens du travail et la santé des DRH. Et c'est un podcast qui fait le focus justement entre on parlait de santé mentale. D'accord, ouais. Mais pas que, santé globalement. Finalement, comment est-ce que on traite ce sujet de santé des DRH globalement, des populations qui sont pas forcément tout le temps accompagnées, en tout cas pas par DRH. Ok. Un sujet intéressant. D'accord. C'est donc podcast. Je mettrai le lien moi de toute façon dans le résumé de cet épisode. Très très clair. Un grand merci parce que c'est très riche et je pense que ce sujet effectivement de l'engagement et on se l'est dit très très important quand on voit alors je connais plus les chiffres mais les enquêtes autour de l'engagement des collaborateurs où à chaque fois moi je suis effaré des chiffres qui sont très faibles en fait. Quand les collaborateurs se disent engagés ou pas engagés, je me dis que là il y a un vrai sujet parce que pour moi des collaborateurs engagés c'est aussi je vais être un peu bête mais c'est aussi du business pour les boîtes quoi. À un moment faut pas se mentir quoi. Tout à fait. Avec des collaborateurs qui sont bien mais aussi qui bossent bien du coup. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose autour du sujet de l'engagement? Est-ce qu'il y a des thématiques autour de l'engagement que j'ai peut-être pas abordées ou que j'ai zappées, volontairement ou involontairement, probablement involontairement d'ailleurs, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour du sujet? Non, pour moi, ce qui reprend en fait sur la partie engagement, c'est vrai que c'est une tendance qui, à mon sens, est importante. Et quand tu parlais de chiffres clés, j'avais en tête, alors il faudrait vérifier, mais j'avais en tête qu'il y avait 14% des salariés sondés qui disaient être engagés. C'est très très faible en fait. Donc du coup, c'est se poser la question pourquoi en fait. Moi aujourd'hui, j'ai lancé mon activité sur cette thématique parce que je suis une passionnée de l'humain et que ça m'intéresse. C'est finalement identifier les facteurs qui font que les collaborateurs ne sont pas engagés et comment est-ce qu'on peut se remettre dans une dynamique finalement d'engagement et de performance. Parce que moi, je mets un lien direct sur la performance et la rentabilité de l'entreprise en fait. C'est certain. Pour moi, c'est certain. Et quand je vois encore certaines situations de boîtes qui ont galéré à recruter, qui font des onboarding qui sont catastrophiques, des managers qui n'accompagnent pas, avec des gens qui se barrent au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, un peu dégoûté en plus. Mais c'est un gâchis humain et c'est un gâchis financier pour la boîte. Et malheureusement, je pense que quand on est RH, des fois on voit pas tout. On voit pas tout, on s'en rend pas forcément compte. Alors bien sûr, on n'est pas neuneux, on sait bien qu'une personne qui a fait 3 ou 6 mois dans un CDI, il y a quelque chose de quand même de pas normal, mais c'est pas si évident que ça de traiter ça ou des fois malheureusement il y a un peu on essaie de cacher un peu la misère. On veut pas traiter le problème quoi. Tout à fait. Donc, et c'est vrai que pour ça, je pense que ce qui est intéressant aussi nous côté RH, c'est de mettre en place des KPI ou des indicateurs qui peuvent nous permettre au-delà des enquêtes, qui peuvent nous permettre d'avoir des tendances sur l'engagement. On parle beaucoup du turnover et de l'absentéisme, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a des indicateurs, notamment, tu vois, par exemple, le taux de salarié boomerang. Moi, je l'avais mis en place à la banque parce que je trouve que c'est un indicateur intéressant, justement, de voir sur le taux de cooptation aussi. Ça montre aussi l'engagement de nos collaborateurs à faire, on va dire, intégrer l'entreprise en connaissance de cause, mais aussi le taux de mobilité interne. Parce qu'une entreprise qui met un poste en interne et sur lequel il y a aucune candidature interne, ça veut dire quelque chose sur l'engagement aussi. Ça fait réfléchir. Voilà. Ouais, quand on a des centaines, voire des milliers de collaborateurs, qu'il y ait 0 personne de motivée pour... Exactement. Sachant qu'en plus, souvent, mobilité interne, on est un peu plus souple, des fois, sur les compétences techniques. Sur les attendus techniques, parce qu'on connaît la personne, on connaît ses soft skills, et donc on peut accepter effectivement qu'il y a un plan de formation plus adapté qu'une personne externe. Mais je te rejoins sur la partie salaire boomerang. C'est quand même pas courant aujourd'hui, ce qu'est les entreprises qui ont travaillé ce sujet, etc. Quand tu mesurais l'indicateur du nombre ou le taux de salaire boomerang, à partir de combien d'années on était plus salarié boomerang en fait pour vous? C'est-à-dire que quelqu'un qui revenait 30 ans après, il pouvait être salarié boomerang ou il y avait mis une limite un petit peu haute? J'avais eu cette question, mais finalement
effectivement, on va dire en période de test, on avait mis tous les collaborateurs, enfin, peu importe la durée. Oui. Mais c'est vrai que cette question est revenue plusieurs fois parce que à partir de quand est-ce que on est un ex ou juste un nouveau? Effectivement, ça peut avoir un lien. Mais moi, j'estimais que finalement, est-ce que ça voulait dire quelque chose? D'accord. C'était pas le sujet en fait. Ok. Ouais. Même si effectivement, en 10 ans, l'entreprise c'est plus la même. Hein. Oui. Mais quelque part, il y a aussi finalement l'attachement que tu as à l'entreprise. Et puis, si la personne revient chez toi, c'est que quelque part, elle continue à te suivre en fait. Elle continue à être dans un écosystème, à suivre les actualités, l'évolution de l'entreprise, etc. Donc j'imagine que, en tout cas, moi, c'était ma conclusion de se dire que ça n'avait pas forcément d'impact, la durée... on va dire d'intercontrat. Non, mais ouais, on se comprend. Mais c'est pareil sur le statut. Hein. Moi, j'ai des entreprises qui considèrent effectivement comme un salaire boomerang quelqu'un qui a été en stage, en alternance, qui a signé son premier CDI à l'extérieur et qui revient au bout de 3, 4, 5 ans. Oui. Il le considère comme un salaire boomerang parce qu'il a fait peut-être des fois 1 an, voire 2 ans d'alternance, qui est quand même pas rien. Enfin, en termes d'expérience. Bon, je vais pas mettre le stage de 3e, hein, mais voilà. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Des Lyonnais ou des Lyonnaises, tiens, que tu connais. Oui. Alors, soit qui sont comme toi, quelque part qui offrent un service, quel qu'il soit, à la fonction RH et quel que soit ce service, ou alors des RH en exercice que tu trouves effectivement intéressant à entendre. Peut-être des gens pas forcément si connus que ça ou qu'on n'a pas beaucoup entendu sur des podcasts. Alors il y en a un qui me vient parce que moi je suis membre de la NDRH, donc je suis assez active, on va dire dans le groupe local, et Anthony Conta qui est le président de notre groupe, et qui est DRH à temps partagé et qui a en plus fondé sa structure, son entreprise de salariés de DRH à temps partagé. Ah oui, intéressant. Qui pour moi aujourd'hui est la seule entreprise qui propose ça en France. Et donc je trouve qu'il a un parcours qui est assez atypique et en même temps très riche parce qu'il a ce côté un peu slasher multicasquette. D'accord. Donc c'est Anthony comment? Conta. D'accord, ok. Je retrouverai son profil. Donc voilà, qui à mon sens, en tout cas, œuvre aussi sur l'évolution de notre métier RH, que ce soit à travers la NDRH, puisqu'il est aussi membre au niveau national, donc sur ces sujets, notre métier, et aussi en étant finalement sur une formule un peu atypique, en tout cas qui se démocratise beaucoup. Donc voilà le premier contact, je pense qu'il serait intéressant d'avoir. Et ensuite, si je devais partager en tout cas un DRH qui m'inspire beaucoup, avec qui j'ai pu travailler notamment au sein du groupe BPCE, c'est Morgane Maillet, qui est le DRH de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Qui, je pense, n'est pas forcément visible sur les réseaux, etc., mais qui a une approche, en tout cas, en termes de valeur et d'accompagnement humain en tant que DRH qui correspond à ma vision. D'accord, qui t'a marqué du métier, et qui quelqu'un qui va accorder aussi la confiance, qui va accompagner l'humain et qui finalement, sans être effectivement sous le feu des projecteurs, apporte de la valeur ajoutée. Donc voilà. Fait le taf. Ok. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Alors, me dis pas que tu écoutes le mien, c'est pas grave, ça c'est hors jeu. Ça. Mais j'écoute le tien. Ouais, mais ça c'est hors jeu. Mais est-ce qu'il y a des, alors qui peuvent être des podcasts RH ou pas du tout d'ailleurs. Hein, on a le droit d'avoir une autre vie que des ressources humaines toute la journée. Oui. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu aimes bien écouter ou... Oui, alors moi j'aime bien écouter le podcast La Grande Roue de Vanessa Rocherieux. D'accord. En fait, c'est plutôt un podcast entrepreneur. Ok, d'accord. Et en fait, je trouve que son podcast, il est sympa parce que il est ludique. En fait, ceux qui participent, ils tournent une grande roue, un peu comme la roue de la fortune. Ok. Et le sujet, en fait, est tiré au hasard. Donc, je trouve ça assez intéressant et toujours sous le prisme, de l'entrepreneuriat. Ah bah, je connaissais pas ce podcast. Je vais écouter. Ça m'intéresse. Voilà. Donc c'est sympa, c'est frais, je trouve que c'est chouette. Donc en ce moment je suis sur celui-ci. Ok, je mettrai le lien. En plus je le connaissais pas, donc top. Bonne découverte. J'écoute pas mal, mais tu vois, il y en a tellement en fait.
fait. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis il y en a qui se créent, il y en a qui meurent malheureusement, donc il faut regarder. Si on a envie de te contacter, le plus simple, c'est quoi, Léna? C'est t'appeler, c'est directement sur LinkedIn? Alors, je suis assez active sur LinkedIn, mais j'ai aussi mon site internet depuis peu, donc metaforhuman.fr. D'accord. Et là, on peut te contacter. Et là, on peut me contacter très facilement. Ok. Et je suis très preneuse des échanges, parce que voilà, j'ai eu la chance quand j'ai lancé mon activité d'avoir des portes qui se sont ouvertes sur des échanges. Voilà, j'ai été beaucoup là-dedans en échangeant, en étant plutôt en rencontre de l'autre et en rencontre de l'humain. Donc je suis aussi beaucoup dans le partage. Et je pense que c'est important effectivement quand on est et RH et entrepreneur. Tout à fait. de partager, parce que je pense que tu l'as bien dit effectivement. Tout seul on avance, mais c'est un peu bateau, mais effectivement à plusieurs ça permet de réfléchir différemment, ça permet de franchir des étapes, en tout cas de gagner du temps. Tout à fait. Parce que sinon on est dans son truc et on n'avance pas. Un grand merci pour ton temps, pour ton accueil. Merci. Ça c'est hyper sympa, Léna, de m'avoir accueilli dans tes bureaux. Je te dis à bientôt, je te souhaite vraiment le meilleur pour Meta4Human, et puis on aura l'occasion forcément de se recroiser. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Lyon. Avec grand plaisir en tout cas. Merci à tout le monde, à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!